Je souhaite donc la bienvenue à Eric Schwartz dans notre série Le cofondateur et directeur de l'intelligence artificielle chez Elysee.ai Labs. J'aime cet équilibre entre travailler avec les ordinateurs, travailler avec la technologie, mais aussi proposer des solutions pratiques et pragmatiques. Ma seule compétence commercialisable était de prendre un trombone, l'utiliser sur un Macintosh et éjecter la disquette. Nous avons créé une des plus grandes plateformes de moteurs de recherche pour leur expérience vidéo. Nous avons lancé l'un des premiers produits construits sur ChatGPT sur le marché, qui était Scopus Intelligence Artificielle. Le but de Scopus Intelligence Artificielle était d'aider les universitaires, d'aider les professeurs et ceux qui travaillent dans les instituts et les professions académiques à relier les différents contenus, les références entre eux. Tout cela, n'est-ce pas? Les références et citations ont inspiré le World Wide Web et notre façon de relier le contenu aujourd'hui. Nous pouvons désormais avancer très vite nous pouvons aider les auteurs à prendre leur contenu, à le mettre dans une intelligence artificielle et à permettre à quelqu'un d'interagir avec lui. Nous aidons les gens à interagir avec les médias traditionnels comme les manuels scolaires et la presse écrite. Nous avons de toutes nouvelles façons d'interagir avec ce contenu. La seule limite, c'est votre imagination. Souvent, on tombe sur quelqu'un sans réponse immédiate, ce qui fait perdre du temps. Et donc, l'intelligence artificielle est un outil incroyable pour extraire ces informations et améliorer la qualité de la réponse globale, au-delà même de ce que les humains peuvent faire. La chose magnifique avec ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est qu'ils deviennent de plus en plus intelligents avec le temps. Et je pense que nous sommes vraiment en train d'atteindre ce changement de paradigme où je m'assois avec une intelligence artificielle, je lui pose une question et elle me donne une réponse. Avec le temps, ces systèmes d'intelligence artificielle vont devenir eux-mêmes plus proactifs. Ils pourront prédire des choses pour nous. Ils pourront nous aider. Ils seront capables d'identifier. Bonjour et bienvenue dans l'émission podcast YouTube de Dinis Guarda. Une fois de plus, propulsé par businessabc.net, citiesabc.com et avec domio.ai, nous continuons à naviguer sur les vagues de tout ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est un monde fantastique, mais aussi, je dirais, un monde très turbulent, plein de vagues. Et je veux commencer par une citation que j'ai récemment partagée avec mon équipe et que je pense importante pour contextualiser mon invité spécial aujourd'hui, qui est quelqu'un que je pense pouvoir nous aider à naviguer dans ce monde que nous traversons. Alors, soyez brutalement honnête sur le court terme et optimiste et confiant sur le long terme. Ceci est une citation de Reed Hastings, homme d'affaires et président-directeur général de Netflix. Donc, je pense qu'on parle clairement du court, moyen et long terme, et nous sommes au milieu de la révolution de l'intelligence artificielle. Et nous avons besoin de personnes qui peuvent vraiment regarder cette révolution de l'intelligence artificielle, faire preuve de maturité, la regarder en face et avancer avec de grandes capacités. Donc, je souhaite la bienvenue à Eric Schwartz dans notre série. Et Eric est quelqu'un que je connais depuis un certain temps. Et j'ai été vraiment fasciné par sa résilience, ainsi que par sa persévérance à construire des communautés, son énergie à susciter l'enthousiasme pour rassembler les gens, ainsi que par ses connaissances en affaires et en technologie. Donc, Eric est un technologue et un entrepreneur en série avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur technologique, spécialisé dans l'intelligence artificielle, la recherche et la récupération d'informations, ainsi que la découverte de connaissances. Il est le cofondateur et directeur de l'intelligence artificielle chez Elysia Labs, Elysee.ai, où il intègre de grands modèles de langage, les grands modèles de langage et l'intelligence artificielle générative dans les technologies de recherche, en proposant l'automatisation, une assistance intelligente par intelligence artificielle et une intelligence artificielle multimodale. Et cela intègre l'expérience qui peut aider les entreprises à libérer le plein potentiel de l'intelligence artificielle afin d'obtenir de véritables résultats opérationnels. Parmi les travaux réalisés auparavant, Eric a collaboré avec plusieurs entreprises mondiales, notamment en construisant une plateforme d'intelligence vidéo à l'échelle du milliard chez Comcast, alimentant 1 milliard d'interactions quotidiennes. Il a mené la recherche sémantique et l'intelligence artificielle chez Elsevier, accélérant la recherche mondiale,
et dirigé Shape Enterprise Search chez Microsoft pour une découverte intelligente dans les produits phares. Il a aussi créé Scopus Intelligence Artificielle, renouvelé notre académie de découverte et développé le conseil en intelligence artificielle à grande échelle chez Tricon, générant des succès grâce à des workflows intelligents. Donc, Eric est aussi un super réseau dynamique, je dirais même super. Il a rassemblé beaucoup de personnes. Et je dirais aussi qu'il est un ambassadeur, membre et également leader de plusieurs accélérateurs et réseaux d'intelligence artificielle comme l'Intelligence Artificielle Accelerator Institute, où il connecte et donne du pouvoir aux passionnés d'infrastructures d'intelligence artificielle, aux innovateurs et aux entrepreneurs en série. Il est titulaire d'une licence en sciences en ingénierie électrique de Trinity College, Hartford. Donc, Eric, tu as un parcours et un curriculum vitae impressionnant. C'est un plaisir de t'avoir ici. Bienvenue dans notre série. Denis, merci pour l'invitation. Ravi d'être ici. C'est merveilleux d'entendre cela et d'avoir le résumé de votre carrière en seulement quelques minutes, ainsi que toutes les choses et toutes les vies que vous avez croisées. Oui, et j'essaye d'être synthétique. Je pourrais en parler longuement, car vous travaillez dans les plus grandes entreprises et ces processus concernent des milliards de personnes. Donc, je voudrais commencer d'abord par, je pense, votre parcours, vos inspirations, et je dirais le parcours et les personnes qui ont façonné qui vous êtes aujourd'hui, surtout probablement les personnes et le parcours. Oui, vous savez, c'est toujours intéressant. Je continue à observer après une carrière débutée dans la technologie, puis la création de produits et le travail en équipe produit. J'ai toujours commenté les parcours que les gens empruntent et les chemins, surtout quand on entre dans le domaine du management de produits, car il n'y a pas de chemin précis pour y accéder. Mais mon parcours a commencé au début des années 90. J'étais à l'université, j'étudiais, comme vous l'avez mentionné, le génie électrique. J'aime cet équilibre entre travailler avec des ordinateurs, travailler avec la technologie, mais aussi apporter des solutions pratiques et pragmatiques. Et c'est pour cela que j'ai été attiré par l'ingénierie. Et en fait, pour gagner un peu d'argent de poche pendant que j'étais à l'université, je travaillais au centre informatique. Et donc, j'ai obtenu ma licence au début des années 90. Ma seule compétence utile, c'était d'utiliser un trombone sur un Macintosh pour éjecter une disquette, tu vois? Comme ça, les gens pouvaient récupérer leur thèse, des systèmes d'impression et changer une rame de papier dans les imprimantes laser au début des années 90. Voici les principales compétences acquises à l'université ainsi que ta capacité à réfléchir et apprendre. Donc, j'ai pris un poste immédiatement, mais ce qui s'est passé cette année-là, c'est que c'est l'année, si tu te souviens, où le web est apparu pour la première fois. Donc, l'Association nationale des superordinateurs à Urbana, la campagne National Center for Supercomputing Application Mosaic, a sorti le premier navigateur web et je ne savais pas ce qu'était le web à ce moment-là. Je ne savais pas ce que ça allait devenir. Mais la beauté de la simplicité de pouvoir utiliser un langage très simple et de partager des informations avec n'importe qui dans le monde entier, c'était incroyablement puissant pour moi. Et donc, j'ai eu un poste juste après l'université en tant que webmaster. J'ai commencé à créer des bibliothèques numériques. Et c'est là que je suis tombé dans le domaine d'aider les gens avec leurs intentions, avec des questions en tête, à se connecter au contenu qui contient les réponses à leurs questions. C'est le lien fondamental dans lequel j'ai passé toute ma carrière. Quand j'ai commencé à travailler pour des fournisseurs de moteurs de recherche côté technologique, puis j'ai terminé dans les années 2000 chez Microsoft. Cela grâce à plusieurs acquisitions à la fin des années 2000. En avançant, on réalise que les rencontres faites sur notre chemin sont toujours ce qu'il y a de plus important. Vous pensez à un rôle dans votre organisation et au conseil donné à quelqu'un avait des difficultés dans sa carrière ou voulait résoudre un problème. Et les choses que vous avez dites, les mots que vous avez partagés avec eux et les conseils que vous leur avez donnés continuent encore de résonner des années plus tard. Les gens reviennent vers moi et me disent, Eric, quand tu m'as dit de faire les choses de cette façon ou d'aborder un problème de cette manière, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et donc, j'ai toujours eu cette capacité naturelle à aller vers les gens pour les aider à traverser leurs problèmes et à trouver des solutions pour ce qu'ils essaient d'accomplir. Donc, cela m'a amené jusqu'à Microsoft. J'ai passé quelques années chez Comcast, après quelques années chez Microsoft. Donc, j'étais sur
la côte Est et Microsoft voulait que tous leurs responsables produits soient sur la côte Ouest à Redmond. Ma famille étant jeune, nous n'avons pas pu déménager, alors j'ai accepté un poste chez Comcast. À ce moment, j'étais totalement investi dans la gestion et la création de produits. Et chez Comcast, nous avons construit l'une des plus grandes plateformes de moteurs de recherche qui alimentait toute leur expérience vidéo. Et c'était un système qui gérait plus d'1 milliard de requêtes par jour. Chaque fois qu'un client de Comcast utilisait la télécommande pour interagir avec sa télévision, il utilisait notre moteur de recherche. C'était donc une grande plateforme de découverte qui permettait aux utilisateurs de trouver le contenu qu'ils voulaient regarder à la télévision, qui était à la fois disponible et prêt à être diffusé, auquel ils avaient accès. Cela m'a conduit à Londres en 2018 où j'ai rejoint Elsevier dans un rôle similaire, développant pour eux une plateforme de découverte de connaissances. Nous avons créé un moteur de recherche et un système de recommandation pour eux, gouvernement, des applications destinées aux clients, un certain nombre d'applications SaaS, ce qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au lancement de novembre 2022, lorsque ChatGPT est apparu. Et il y a eu une grande agitation partout dans le monde. Si vous vous souvenez, lorsque ChatGPT est arrivé pour la première fois sur les plateformes et les ordinateurs des gens, de nombreuses entreprises se demandaient qu'allons-nous faire avec cette technologie? C'est inédit par rapport à tout ce que nous avons vu. Et pour moi, c'était une extension naturelle de l'endroit où j'avais passé toute ma carrière. Donc, j'ai passé ma carrière à comprendre les intentions des gens, leur langage, leurs questions, les problèmes qu'ils veulent résoudre et à relier tout cela au contenu qui répond à leurs questions. Et ChatGPT a soudainement permis à tous ces outils avec lesquels nous luttions depuis des décennies de pouvoir résoudre ces mêmes problèmes similaires. Et donc, en quelques mois, nous avons coordonné l'équipe et nous avons lancé l'un des premiers produits de construit sur ChatGPT sur le marché, qui était Scopus Intelligence Artificielle. Il s'agissait donc d'une base de données fiable de plus de 90 millions d'articles, tous des articles scientifiques et académiques. Scopus est une source de données fiable utilisée par la communauté académique pour s'auto-évaluer et évaluer leur carrière. Les chercheurs, les professeurs, toute personne ayant une carrière académique utilise Scopus pour savoir où leurs articles sont publiés, qui a cité leurs articles, pour générer leur indice H, pour obtenir leur score, ce qui leur donne une indication de la valeur de leur carrière, de la valeur de leur travail et de l'impact de ce travail. Et pour que nous ajoutions une couche d'intelligence artificielle, les gens étaient inquiets à cause des risques, des coûts et de la question de confiance. Mais placer ce système sur ce jeu de données fiable a été une aventure incroyable. Alors, nous avons construit cela, nous l'avons lancé et nous avons eu un impact spectaculaire sur ce produit qui était stagnant en termes de croissance, mais qui a connu pour la première fois depuis des décennies une croissance à 2 chiffres. Ce fut une aventure passionnante. Alors revenons une étape en arrière, des réalisations incroyables, très techniques, impliquant de grandes équipes et entreprises. Mais avant cela, ma question est la suivante. Si je vous demandais de revenir quelques décennies en arrière, au début de votre carrière, feriez-vous aujourd'hui ce que vous faites? Quelles personnes vous ont le plus influencé? C'est une excellente question. Est-ce que je suivrais le même chemin? Pour moi, ça a toujours été... J'aimais pouvoir faire des choses avec un ordinateur. J'aimais pouvoir créer quelque chose avec mes mains, pouvoir assembler quelque chose et en faire un produit, un service ou un outil que l'on pouvait utiliser. Et je crois que c'est ce qui m'a attiré vers le web. Et le tout premier Internet 1.0 dans les années 90, si nous avions eu les outils que nous avons aujourd'hui et comme la possibilité de coder avec Vibecode, ce que nous faisons avec Cursor ou des outils comme Lovable, où je pourrais m'asseoir avec quelques mots et créer toute une expérience, je pense que j'aurais absolument fini au même endroit, mais j'y serais arrivé par un chemin un peu différent, je pense. Je n'aurais sans doute pas suivi tout le processus de recherche d'information et aurais commencé directement avec l'intelligence artificielle. Les personnes qui m'ont influencé, les choses dont je me souviens à l'époque, c'est que j'étais vraiment enthousiasmé par tout l'écosystème que Sun Microsystems créait au début de ma carrière. Ils avaient des machines, ils avaient des ordinateurs, ils construisaient
des systèmes interconnectés. Ils avaient lancé Java à l'époque, qui était un langage de programmation, le langage de programmation de Java que tout le monde connaît et auquel tout le monde pense, qui a résolu l'un des premiers problèmes que nous avions sur les ordinateurs, à savoir comment écrire du code à un endroit et le faire fonctionner à de nombreux endroits sans avoir à le recompiler. Je veux dire, à l'époque, dans les années 90, quand on écrivait du code, on passait des heures et des heures à faire fonctionner son programme sur différents systèmes informatiques parce que les systèmes d'exploitation, le matériel, toutes les différentes couches étaient différentes. Et donc, je pense que ça a eu une grande influence sur moi, cette capacité à pouvoir écrire quelque chose, le développer, le déployer et le mettre à disposition. Tout cela est désormais automatique. Donc oui, les leaders qui m'ont influencé, je pense qu'à l'époque, des leaders comme Bill Gates, Larry Ellison, ce groupe de personnes, Steve Jobs, la façon dont ils étaient capables de définir rapidement et succinctement un produit, de créer une vision et d'entraîner leurs équipes vers ces visions. Ce sont ces personnes qui m'ont le plus inspiré. Et je voulais puiser dans mon amour pour l'informatique. D'accord, c'est très bien. Mais je voudrais encore revenir un peu en arrière avant d'aller de l'avant. Donc, avant ces leaders mondiaux et l'éducation, du côté de l'éducation, parce que je sais que tu es aussi très impliqué dans l'éducation ou dans ta famille, je sais que tu as notamment beaucoup de respect pour ton père. Donne-nous un peu de contexte, parce que ce que je veux déconstruire, et c'est ce que j'aime faire dans cette série, c'est ce qui fait une carrière réussie et les hauts et les bas de toute carrière. Parce qu'au final, l'échec et la réussite vont de pair. Ça a été davantage une motivation personnelle, une motivation familiale, un mélange des deux avec l'éducation. Et je vais revenir au tout début de ta carrière, si tu veux bien. Non, merci Denis. Merci de nous ramener à cette époque. Alors, en revenant en arrière, mes parents se sont séparés très tôt quand j'étais petit. Donc, je passais les week-ends avec mon père et la semaine avec ma mère. Ma mère était enseignante. Le mari de ma mère était enseignant. Nous passions du temps. En fait, nous vivions sur le terrain de l'école dans les années 70. Donc, j'avais cette magnifique propriété vierge de 9 acres sur laquelle nous vivions. C'est l'école où mes parents enseignaient et j'y vivais aussi. Et donc, j'avais ce bel équilibre d'être immergé dans le monde académique, puisque mes parents étaient tous les deux enseignants. Nous vivions à l'école et passions tout notre temps investi dans l'éducation. Cette ferme comptait des animaux et un grand champ. Je vivais là, c'était ma vie. Mon jardin faisait office d'école. Mais en même temps, mon père était un entrepreneur en série. Oui, c'était un homme d'affaires. Il disait toujours, Éric, rien n'arrive jamais tant que quelqu'un n'a pas vendu quelque chose. Et il a passé toute sa carrière à chercher sans cesse quelque chose à vendre. Et il lui a fallu toute sa carrière pour comprendre ce qui lui convenait. Il a commencé, tu sais, il est sorti de l'école avec une éducation traditionnelle. Il a servi dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin des années 40, il allait être déployé lorsque la guerre s'est terminée. Cela vous donne une idée de l'époque de sa sortie. En fait, il a obtenu une bourse après l'école pour aller à l'université. Il est allé à l'université de Hobart et en est sorti en tant que jeune cadre. Il ne savait pas ce que c'était, mais il s'est dit, je suis prêt, je vais affronter le monde. Je suis un jeune cadre. Et c'est la formation qu'il a reçue. Mais il s'est avéré qu'on ne lui avait jamais appris quelles étaient réellement ses compétences. Sa compétence était de cerner les besoins des gens et de les aider à les satisfaire. Alors, il a commencé à vendre des machines à affranchir pour Pitney Bowes. Et Pitney Bowes, si on s'en souvient, était l'une des plus grandes entreprises qui vendait des machines à affranchir prétarifées pour le publipostage. Avant les emails, le web, la messagerie instantanée et les réseaux sociaux, les entreprises dépensaient beaucoup d'argent à imprimer des documents, les mettre sous enveloppe, affranchir et envoyer à tous. Ils achetaient ces listes d'adresses, les vendaient et distribuaient. Les gens mettaient leurs informations et prospectus dans ces enveloppes que vous vendiez à un tarif de gros. Et ces machines Pitney Bowes allaient traiter et apposer le timbre-poste dessus pour ces opportunités de publipostage massif, avec des milliers de lettres produites à un certain coût. Non seulement nous avions un coût pour l'impression, non, un coût pour le papier et un coût pour l'affranchissement, mais ces choses coûtaient 10, 15, 20 centimes chacune. Ce qui, vous savez, quand on additionne et qu'on fait des milliers et des milliers ou des centaines de milliers de lettres, ça fait une campagne vraiment coûteuse.
Quoi qu'il en soit, c'est là qu'il a commencé sa carrière en vendant. Et il a découvert, en tant que jeune cadre, qu'il avait vraiment un don pour découvrir ce que les gens voulaient et le leur donner. Et donc, il a réorienté sa carrière au fil du temps et il s'est impliqué et est tombé amoureux des images et des affiches, des photos de personnes, des personnes célèbres. Et il a réalisé que ce n'était pas sa passion, mais que les gens étaient prêts à payer. Il a fondé son entreprise qu'il dirigeait depuis son immeuble à New York. Il habitait à Chelsea, Douglas, à Greenwichville, au-dessus de Greenwich Village à New York, où il gérait toute son entreprise depuis cet immeuble. Et il parcourait la ville, sillonnait Manhattan et allait dans différents ateliers d'art, achetant des œuvres, collectionnant les images de ces stars de cinéma et de rock, et des célébrités les reformataient et les diffusaient sous forme de photographies et d'affiches à travers le monde. Et il a ainsi développé son entreprise et gagné son indépendance. Et donc, j'avais ce bel équilibre. D'un côté, j'avais des éducateurs stricts et mes parents étaient très portés sur la philosophie et les religions orientales et la méditation ailleurs. De l'autre côté, j'avais un homme d'affaires très pragmatique qui découvrait et comprenait ce que les gens voulaient et le leur fabriquait. Et il a pu très bien gagner sa vie de m'envoyer à l'école, me donner un bon départ et préparer ma retraite grâce à cet amour et cette passion qu'il avait trouvé. Donc, vous avez un parcours fantastique et très particulier aussi, une relation à la fois avec votre père et aussi un accent mis sur l'éducation. Et j'ai aussi expliqué cela, votre passion pour rassembler les gens et éduquer. Passons donc rapidement à vos réalisations. Je souhaite évoquer, comme vous l'avez dit, votre travail sur la plateforme d'intelligence vidéo à grande échelle chez Comcast, ainsi que votre rôle dans la transformation de l'intelligence artificielle chez Elsevier et Microsoft. Commençons par un point qui, selon moi, intéressera notre public. J'apprécie toujours une perspective temporelle. Par exemple, dans les années 50, à l'époque de votre père, il y avait très peu d'emplois conventionnels. Vous étiez vendeur, employé du gouvernement, ou, pour les femmes, sans emploi car la plupart étaient réservés aux hommes, vous seriez à la maison. Et donc, cela signifie que la plupart des emplois que nous avons eus au cours des 50 dernières années ont commencé dans les années 60. Cela concernait surtout les États-Unis et l'Occident, car dans le reste de l'Europe, la plupart n'étaient pas aussi avancés qu'aujourd'hui. Et bien sûr, les États-Unis ont été beaucoup plus avancés, tout comme le Royaume-Uni, que la plupart du reste du monde. Donc, en ce moment, nous vivons une autre forme de révolution industrielle qui fait partie de l'intelligence artificielle et aussi, votre carrière a été assez intéressante parce que vous étiez au tout début du streaming vidéo et au premier temps de la technologie. Vous débutez dans l'intelligence artificielle après avoir occupé d'importants postes dans d'autres domaines. Dans le cas de Comcast, qui construit une plateforme d'intelligence vidéo, je veux aborder cela comme une étude de cas pour montrer à quel point la technologie évolue rapidement et nous affecte énormément, mais parfois elle devient invisible parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe en coulisses et nous ne voyons que la panique ou les défis. Oui, oui. Je pense que travailler à la fois chez Microsoft et Comcast m'a donné une vision de ce qu'il faut vraiment pour créer des logiciels à l'échelle d'une entreprise. Je veux dire, nous avions des équipes de milliers de personnes qui travaillaient sur ces solutions. Le problème que nous avions chez Comcast était intéressant. Donc, si vous pensez à l'activité que Comcast gère, leur activité fondamentale consiste à connecter des câbles aux maisons des gens et à fournir des services d'information à travers ces câbles. Donc, ils gèrent avant tout le troisième plus grand réseau IP au monde. C'est le troisième plus grand réseau IP après le département de la défense américain et la Chine. Comcast vient ensuite par la taille. Et donc, si vous pensez à tous ces points de terminaison et à tous ces câbles qui relient d'un endroit à un autre, encore et encore, cela fait des millions et des millions et des millions de connexions. En plus de cela, ils commençaient à fournir des services. Et ils fournissaient des services Internet et ils fournissaient des services vidéo. Et puis, finalement, ils sont passés aux services à domicile. Donc, la sécurité à domicile et la surveillance à domicile. C'est un peu à l'aube de l'IoT. Mais quand j'ai rejoint Comcast, ils avaient effectivement pris 4 copies exactes du même ensemble de données. Donc, c'est un ensemble de données qu'ils avaient sous licence. En fait, ils l'avaient sous licence auprès du même fournisseur. Donc, il y a un fournisseur appelé Rovi qui possédait l'ensemble de données de toutes les personnes
tous les acteurs, toutes les émissions de télévision, toutes les séries, tous les épisodes, toutes les informations nécessaires pour assembler et créer un écran et un guide sur le téléviseur. Et ils l'ont intégré dans 4 endroits distincts au sein de l'organisation. L'un était dans notre équipe de recherche et moteur de recherche, un autre dans l'équipe mobile et web, et un autre dans l'équipe vidéo. Le troisième et le quatrième étaient une plateforme nouvelle génération qu'ils construisaient, devenue un produit nommé X1. C'était leur plateforme nouvelle génération. Et je pense que les premières années de ma carrière étaient consacrées à la migration de données. Comment gérer une énorme organisation, un véritable paquebot en mer qui sert des millions de clients via 4 canaux différents? Et comment pouvons-nous consolider tout cela en une seule source de données afin de garantir la cohérence à travers les fonctionnalités de l'application? Un des principaux problèmes signalés par nos clients était que ce programme apparaît sur leur téléviseur. Je vais sur mon appareil mobile, je vois ce programme disponible et ce n'est pas le même. Pourquoi sont-ils différents? Pourquoi est-ce différent? Et donc, il s'avère que vous prenez les mêmes données et que vous les faites passer par des processus différents, n'est-ce pas? Vous les placez dans divers dépôts et créez différentes piles d'applications dessus. Les données pour l'expérience de l'utilisateur final deviennent différentes. Donc, cela m'a fondamentalement appris la puissance des données, n'est-ce pas? Et ce ne sont pas des données complexes, n'est-ce pas? Vous savez, tous les acteurs d'une série télé, c'est le nom de l'épisode, l'heure à laquelle il passe. Cependant, lorsque vous regardez la complexité du nombre de personnes, le nombre de marchés rien qu'aux États-Unis, le nombre de chaînes de télévision qui diffusent le même contenu via leurs affiliés, les façons dont vous pouvez le regarder en direct ou à la demande, vous commencez à avoir un problème énorme qui... Il est facile de voir que si nous ne suivons pas exactement les mêmes règles pour collecter ces données, l'expérience changera. Je raconte cette histoire surtout car elle nous mène à aujourd'hui face à l'intelligence artificielle où l'on propose simplement d'y placer nos données. On se demande pourquoi les systèmes échouent. Déchets en entrée, déchets en sortie. Si vous ne prenez pas soin d'organiser vos données et de mettre en place une hygiène autour de leur gestion, en réfléchissant au niveau d'accès et aux applications que vous construisez par-dessus, vous allez offrir une expérience client fragmentée. Le premier problème résolu a été de centraliser les données pour que tous les systèmes offrent la même expérience, peu importe le canal client. La deuxième partie, c'est que nous avons exploré de nombreuses choses, vous savez, différentes façons, beaucoup de méthodes différentes pour résoudre ce problème. Mais la façon dont nous avons choisi de résoudre ce problème pour rassembler tout cela en une seule expérience pour toutes ces différentes plateformes et produits qui l'utilisent, c'est-à-dire que nous avons décidé de tout regrouper sous un moteur de recherche. Donc, nous utilisons la technologie de recherche pour devenir, si vous voulez, l'interface de programmation d'application des données sous-jacentes. Les données arrivaient et elles étaient gérées, elles étaient diffusées à différents endroits à l'intérieur d'une structure de données centrale. Nous l'intégrions dans un moteur de recherche qui devenait ensuite l'interface de programmation d'application diffusant les données en temps réel aux produits et clients. Il s'avère que c'est un modèle très évolutif et extrêmement réussi. Comme indiqué en introduction, nous avons fait évoluer cette solution pour gérer plus d'1 milliard de requêtes par jour. Donc, ce sont des personnes qui cherchent mal leurs émissions de télévision, qui veulent changer de chaîne, cherchent un film à voir, veulent programmer un enregistrement à venir, tous les cas d'utilisation pris en charge par cette solution robuste. Moteur de recherche. Ce qui était unique, cependant, c'est que cela nous a aussi permis, grâce à sa flexibilité, de récupérer ce contenu. Et si vous connaissez un peu les moteurs de recherche, n'est-ce pas, vous allez sur un moteur de recherche, mais vous faites une requête. Donc, je pouvais aller sur un moteur de recherche et dire « Donne-moi les meilleurs films d'action disponibles à regarder ». Comme c'est une liste, je reçois 50 films. Voici les meilleurs films d'action. Peut-être que ce sont les films d'action les plus populaires qui sont sur la plateforme en ce moment, ou peut-être que c'est les films d'action les plus récents parce que les gens veulent toujours regarder quelque chose de nouveau. Avec ces informations organisées ainsi, je peux analyser votre historique et habitudes de consommation, puis les réorganiser pour vous. Je peux donc personnaliser cette expérience car la liste est flexible, non? Ainsi, nous avons construit une infrastructure flexible pour la livraison des données. Et en plus de cela, nous pouvons aussi créer des solutions hautement personnalisées qui répondent exactement à ce que vous voulez au moment où vous voulez le regarder.
C'est un travail énorme. Divisons-le en plusieurs parties et voyons où nous en sommes. Donc, grâce à tout ce travail que vous avez accompli avec deux des plus grandes organisations au monde, bien sûr, cela vous a apporté une énorme quantité de compétences techniques qui sont uniques au monde parce que vous combinez la vidéo, les données, la recherche, la sémantique et l'intelligence artificielle. Et bien sûr, c'est l'épicentre de là où vous êtes maintenant. Donc, cela vous a amené aujourd'hui à créer votre propre chemin en tant qu'entrepreneur. Et aussi, vous êtes en ce moment, bien sûr, en train de construire Elysia.ai Labs. Donc, après ce grand travail dans ces grandes entreprises, un peu de contexte en termes de carrière. Vous pouvez parler librement de votre carrière et de votre situation actuelle. Donc, les grandes entreprises ont deux facettes, n'est-ce pas? Une grande organisation, une grande entreprise comme Microsoft, comme Comcast, comme Elsevier crée de formidables opportunités pour le personnel et les employés. Elles ont un si grand nombre de clients qu'il est vraiment facile de déployer quelque chose sur le marché et d'avoir un impact massif. Vous lancez quelque chose et les gens en parlent. Travailler pour une entreprise comme Comcast permettait de lancer une fonctionnalité, c'était formidable. Nous pouvions changer. À l'époque, nous avons beaucoup travaillé sur la télécommande vocale permettant de dire je veux regarder Game of Thrones. Et c'était la série qui était populaire à l'époque. Ou je veux regarder American Idol, n'est-ce pas? C'était les émissions vues lors du lancement de la télécommande vocale. Mais maintenant, vous pouvez créer cet appareil qui est tellement simple à utiliser pour les gens. Ils prennent leur télécommande en main, ils lui parlent et obtiennent exactement ce qu'ils veulent. Il existe une grande capacité à créer un impact et une échelle impressionnante et à en être récompensé. Nous avons remporté un Emmy. L'équipe a remporté un Emmy pour cette télécommande vocale. Allez à Las Vegas pour recevoir un Emmy et tenir un Emmy entre nos mains parce que nous avons eu un tel impact sur l'industrie est une expérience incroyable. À l'inverse, ouais, nous passions 3 jours par trimestre à faire la planification trimestrielle. Nous passions 3 jours dans l'organisation à essayer d'arriver à un point où nous disions, d'accord, quelles sont les 2 ou 3 choses que nous allons faire au cours des 3 prochains mois? Nous passions littéralement 3 jours de notre temps à passer en revue les projets, qu'il y en ait 50, 100 ou des dizaines, et à nous demander qu'allons-nous livrer exactement. Et ces choses-là, elles prenaient simplement leur temps. Toutes les dépendances que nous avons créées, toutes les couches, c'était lent et il y avait beaucoup de parties prenantes à embarquer en cours de route. Quand les gens avaient des avis différents sur la manière de livrer ce contenu, différents apports, mais sur la façon dont ils allaient en tirer profit et sur la façon dont ils allaient gérer les informations qui allaient circuler. Gérer toutes ces parties prenantes et lancer ce projet a pris beaucoup de temps. Il existe donc une dichotomie. Vous pouvez avoir un impact, mais parfois le rythme semble très lent. Et donc, pour moi, cela a fini par devenir une expérience frustrante. Je voulais être dans un endroit où je pourrais toujours créer de nouvelles expériences et toujours avancer rapidement et toujours avancer au rythme auquel Internet veut avancer. De plus, lorsque vous créez ces dépendances au sein de ces grandes organisations, il est très lent de changer. Même si nous devons faire une mise à jour logicielle ou réviser un paquet logiciel vers la dernière version, peut-être pour corriger un bug ou adopter une nouvelle fonctionnalité, ces choses prennent des semaines et des semaines et des semaines. Les nouvelles fonctionnalités et idées mettent longtemps à apparaître sur le marché. Si nous quittons ces grandes entreprises pour nous concentrer sur notre situation actuelle avec les laboratoires et les intelligences artificielles, nous pouvons désormais avancer très vite en résolvant les problèmes des clients. Nous pouvons aider les auteurs à prendre leur contenu, à le mettre dans une intelligence artificielle et à permettre à quelqu'un d'interagir avec. Nous pouvons aider les gens à interagir avec des médias traditionnels comme les manuels scolaires et la presse écrite et à leur poser des questions. Nous pouvons maintenant créer des images instantanées. Nous pouvons créer des vidéos et obtenir des chansons instantanément et avons de nouvelles façons d'interagir avec ce contenu. Et maintenant, vous n'êtes limité que par votre imagination, pas par cet héritage qui vous retenait là où vous étiez. Et donc, je pense que c'est ce qui est excitant, c'est que nous avons maintenant tellement de nouvelles possibilités pour pouvoir diffuser ce contenu, pour pouvoir interagir avec les utilisateurs. Et ce sont ce genre d'opportunités qui nous passionnent le plus. Donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et je pense surtout toute la complexité et les possibilités que nous avons en ce moment,
Nous vivons donc, je dirais, un moment fantastique et unique dans l'histoire, parce que d'un côté, nous discutons de toutes les parties révolutionnaires qui commencent, en fait, avec le travail de personnes comme toi travaillant pour de grandes entreprises, en particulier en intégrant la recherche sémantique qui est devenue la recherche générative ou les modèles d'intelligence artificielle générative. Et ils ont révolutionné la découverte des connaissances et la façon dont les technologies de recherche s'intègrent avec l'essor des grands modèles de langage et de l'intelligence artificielle générative en particulier. Donc, en ce moment, tu es en train de construire ton propre écosystème, ta propre entreprise, et tu as également travaillé avec de nombreux dirigeants d'entreprises, à la fois au sein de ces organisations et maintenant à l'extérieur. Alors, comment vois-tu les opportunités et les défis liés à l'intelligence artificielle qui arrivent à une vitesse bien plus grande, mais aussi son impact dans le présent? Et je sais que tu as fait des recherches et réfléchi à ce qu'est le travail, à ce qu'est l'avenir du travail, à ce qu'est la présence du travail. Oui, oui. C'est une excellente question. Et en repensant à ma carrière, nous avons évoqué les lieux où j'ai été, mes parents, mon père et d'autres sujets similaires. Mais nous avons traversé un certain nombre d'évolutions technologiques. Donc, dans les années 80, nous avons vu l'avènement du PC, de l'ordinateur de bureau. Et ces machines sont passées de gros ordinateurs dans des centres de données ou dans des placards auxquels on accédait peut-être via un terminal à des ordinateurs personnels sur le bureau de chacun. Et dans les années 90, nous avons commencé à voir apparaître le web, comme nous l'avons mentionné, qui reliait ces ordinateurs et systèmes informatiques de nombreuses façons différentes. Puis dans les années 2000, nous avons vu l'essor du mobile, le smartphone est arrivé. Puis dans les années 2010, nous avons vu le cloud et son adoption. Nous avons assisté à des évolutions technologiques naturelles ces dernières décennies, chacune s'appuyant sur la précédente. Et il est facile de revenir en arrière et de regarder l'intelligence artificielle en disant, oh, l'intelligence artificielle n'est que la prochaine évolution, n'est-ce pas? Nous avons désormais ces données et la puissance de calcul grâce au centre de données et au cloud. Nous avons maintenant la puissance mobile pour pouvoir apporter quelque chose à nos téléphones. Nous avons des ordinateurs de bureau, des appareils sans fil partout et le Wi-Fi. L'intelligence artificielle est simplement la prochaine évolution de ces puissances techniques. Mais il y a quelque chose de plus, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de plus que l'intelligence artificielle apporte, parce que soudainement, je suis maintenant capable non seulement de créer des solutions et de résoudre des problèmes, mais j'ai littéralement le savoir et l'intelligence du monde à portée de main. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de poser les bonnes questions pour libérer cette intelligence, pour débloquer cette information. Je dois juste savoir quelles questions poser. Donc, voici le problème principal auquel nous faisons face avec l'intelligence artificielle. Tout d'abord, vous voyez beaucoup d'entreprises dire, écoutez, nous avons traversé de nombreux changements technologiques au cours de la dernière décennie. Nous sommes passés du PC, comme vous l'avez dit, du PC au web, puis au mobile et au cloud. Nous avons fait tout cela, nous comprenons, et certains de ces changements ont apporté des avantages progressifs. Vous savez, parfois, il vaut mieux pour nous attendre que ces choses mûrissent avant de les adopter. Et donc, ils trouvent toutes sortes d'objections pour ne pas adopter la technologie. Mais ce qui se passe, c'est que comme nous avançons à un rythme aussi rapide en ce moment, si vous attendez 1 an, si vous attendez 2 ans pour commencer à adopter cette technologie, elle évolue déjà. Elle fait des bonds générationnels tous les 6 à 12 mois. Cela veut dire que le retard à rattraper va augmenter. Et donc, ce que je dis, vous savez, les plus grands obstacles que nous voyons pour les organisations en ce moment, c'est que, encore une fois, on revient aux objections, n'est-ce pas? C'est risqué, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas lui faire confiance, mais ce n'est pas cohérent, c'est trop cher, et on ne sait pas combien ça va coûter. On ne peut pas contrôler les coûts. Nous ignorons où cela s'intègre dans notre entreprise. Nous pouvons organiser nos données, non. Ensuite, qu'en est-il du biais? Qu'en est-il de la confiance envers ces systèmes? Toutes ces questions demeurent. Et je pense que, vous savez, si on projette ces histoires dans le futur, on peut se poser ces questions à propos de n'importe quelle avancée technologique. Mais la réalité, c'est que j'ai maintenant la capacité en tant qu'individu de rivaliser avec une équipe de 10. Je peux maintenant m'asseoir, prendre un appel d'offres publiques ou trouver une opportunité. Je peux saisir l'opportunité, interagir et faire des jeux de rôle avec l'intelligence artificielle, explorer diverses solutions et passer en revue des architectures mentalement.
Je peux examiner différentes façons de déployer cela. Nous pouvons trouver différentes solutions pour ces entreprises. Nous pouvons même envisager différentes méthodes de tarification pour ces solutions. Nous pouvons présenter cela à l'utilisateur comme une proposition formelle. Je peux aussi prendre cela et je peux l'intégrer dans un autre outil. Et je peux créer un PowerPoint visuel qui est un pitch deck qui va avec cela. Et pourtant, je peux créer un autre outil. Je peux transformer cette proposition en podcast, non? Ainsi, le client peut désormais se dire, j'ai une proposition écrite, une présentation et un accompagnement audio. Et cela aurait pris des semaines, voire des mois avec notre mécanisme traditionnel. Donc, ceci n'est qu'un exemple de la façon dont je peux l'utiliser. Mais cela nous donne vraiment le super pouvoir de pouvoir nous adapter, d'ajuster et d'obtenir nos informations, de modifier les informations que nous voulons transmettre aux gens et de les délivrer de la manière dont ils vont le mieux les consommer. Vous avez mentionné beaucoup de choses très importantes et bien sûr très positives. Je pense que du côté positif, nous le soulignons tous. Alors, regardons l'autre côté de la médaille. Je pense que vous avez un peu ouvert une boîte de Pandore. Donc, en même temps, nous traversons, je dirais, une perception psychologique de la façon dont ces innovations, et en particulier l'intelligence artificielle, apportent toutes ces capacités et tous ces super pouvoirs incroyables que vous venez de souligner. Mais en même temps, cela crée un certain chaos. Je dirais que c'est le chaos de l'intelligence artificielle. Le chaos de l'intelligence artificielle, c'est qu'en ce moment, nous devenons tous des entrepreneurs ou des entrepreneurs solaires. Et en même temps, nous luttons tous pour essayer de déchiffrer ce monde que nous construisons ensemble. Mais en même temps, nous avons ces grandes entreprises qui, en même temps, si elles possèdent ces milliards et ces billions de dollars, le reste de l'économie peine à joindre les deux bouts. Et en même temps, pour être très réaliste, la plupart des jeunes qui étudient actuellement devront aussi devenir des entrepreneurs indépendants et construire des modèles différents, ce qui fait que même toi et moi avons des opportunités différentes. Même si toi et moi, je pense que nous ne sommes pas des exemples parfaits ici. Donc, j'aimerais aborder ce sujet parce que une partie du travail que tu fais, surtout dans ton projet actuel, et aussi beaucoup de ce que tu fais en matière de réseautage et de création d'écosystèmes, c'est d'orienter les gens. Donc, je vais juste lire quelques notes que j'ai ici. Donc, le point, c'est que chacun doit se débrouiller par lui-même, parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir 8 milliards de personnes qui sont toutes entrepreneurs individuels. Allons-nous être capables d'apporter ces technologies pour autonomiser la société alors que nous avons, et je ne veux pas être négatif, mais je veux regarder les faits. Donc, les faits en ce moment, c'est que même s'il y a beaucoup de nouveaux emplois qui sont créés, ces emplois sont des emplois fragmentés. Donc, cela signifie qu'un jeune, même des personnes de notre âge, doivent continuer à se réinventer. Donc, cela implique une capacité entière à nous réinventer. Et bien sûr, si vous regardez la science-fiction, ce que nous avons dans Star Wars, où la société a éliminé, surtout si c'est dans Star Trek, la société a créé une société qui fonctionne encore, qui a toujours ses fonctions, et il y a toujours de la compétition, mais elle est basée sur une société qui fournit les besoins de base. Bon, donc, nous n'avons pas cette société. C'est un fait, quoi qu'il en soit. Et je pense que toi et moi sommes assez chanceux parce que nous sommes tous les deux en Europe et au Royaume-Uni, qui est, je dirais, un pays très stable et il y a toutes sortes de choses différentes. Et aussi, nous savons comment utiliser ces outils. Mais je veux provoquer dans le bon sens parce que le défi que je rencontre en parlant avec de jeunes entrepreneurs, même des personnes sur cette chaîne, c'est qu'il y a les grands experts vraiment mondiaux comme toi qui comprennent cela et qui agissent en conséquence. Même nous avons du mal à assimiler cette technologie, car ce qui marchait le mois dernier avec l'ingénieur de prompt ne fonctionne plus ce mois-ci. Nous ne sommes plus jeunes, mais nous gardons une grande capacité intellectuelle et créative. Cela demande créativité, adaptation, gestion du changement et beaucoup de résilience. Nous avons aussi un gros problème. Une personnalité que j'ai interviewée a aussi dit que cela provoque une forte instabilité mentale car on ignore ce qui va se passer aujourd'hui ou demain. Donc, je sais que je mets davantage l'accent sur les défis que sur les opportunités, mais j'aimerais souligner cela sans tomber dans un scénario catastrophique façon Zoom et boom. Mais en réalité, la réalité, c'est que c'est difficile. Je suis certain que la première question porterait sur les personnes rencontrées lors des événements où vous intervenez, où vous réunissez. Donc, première question, sont-ils préparés?
Et deuxième question, vont-ils traverser ce tsunami parce que c'est un tsunami de chaos qui accompagne l'intelligence artificielle que l'on considère le scénario le plus constructif, idéaliste et utopique ou le scénario le plus catastrophique? Oui, donc tu soulèves un certain nombre de questions vraiment intéressantes. Et on parle, tu sais, de ça, de ces grandes entreprises. Et si tu y réfléchis, en fait, la structure d'une grande entreprise, la façon dont une entreprise est organisée pour rassembler des individus sous une seule entité afin de s'attaquer à un problème, de poursuivre une activité, de posséder une part de marché, de construire de grands produits. Je veux dire, cela remonte à la façon dont nous nous organisions à l'époque de la révolution industrielle. Tout le monde allait à l'usine pour fabriquer un objet. C'était le modèle de base, non? Beaucoup de nos modèles pour la façon dont nous construisons des entreprises et la gestion d'entreprise actuelle repose sur ce modèle. Tous réunis, travaillant sur un même produit et livrant ensemble, non? C'est ça, on vient dans un bureau, le lieu de travail, le boulot, le 9 à 5, n'est-ce pas? Tout cela est basé sur des paradigmes d'il y a des décennies. L'une des grandes opportunités, oui, cela va en créer, c'est une vraie opportunité. Il existe un risque de fragmentation totale des gens, ce qui me semble problématique, comme vous le soulignez. Cependant, je pense qu'il y a une autre opportunité à mettre en avant. En tant qu'individu, nous pouvons apporter nos forces à tout projet. Nous l'avons fait, on peut se retrouver, non? Nous pouvons collaborer sur un événement, un produit ou une plateforme, mais en restant des entités assez indépendantes. Nous en tirons tous les deux un avantage, n'est-ce pas? Nous avons tous les deux des moyens de maintenir notre subsistance. Nous avons tous les deux des moyens d'avoir un impact sur le monde. Nous avons tous les deux des moyens de construire des choses que nous aimons, de nous engager avec des personnes que nous aimons. Mais ensuite, si ce projet prend fin, nous pouvons alors nous éloigner et commencer à travailler sur d'autres choses. Et ainsi, nous créons effectivement cet organisme vivant où des spécialistes et des experts peuvent se rassembler puis se disperser pour résoudre les problèmes qui doivent l'être sans créer ces structures lourdes et rigides que sont les organisations et les entreprises. Donc, cela nous permet maintenant d'aborder ces problèmes et donc, c'est un aspect d'accord avec ces structures rigides, traditionnelles qui nous ont aidés à évoluer, mais qui ont aussi créé des contraintes. Et je l'ai ressenti dans ma propre carrière. Deuxièmement, si nous regardons les problèmes auxquels nous sommes confrontés en ce moment, nous voyons les choses que nous devons résoudre en tant que société. Vous avez bien mentionné le revenu de base, n'est-ce pas? Le revenu de base universel et la santé sont très réactifs au Royaume-Uni, pays où nous vivons. Ce n'est pas proactif. L'Amérique avait un système réactif mais coûteux. Ce système proactif était à vos frais. La santé n'était pas le seul problème. Il y a aussi une crise énergétique et climatique. Vous savez, nous avons eu l'hiver le plus pluvieux au Royaume-Uni, mais il fait beau depuis 5 semaines. Et ça me rend très nerveux qu'il fasse beau aussi longtemps d'affilée au Royaume-Uni parce que ça veut dire que quelque chose d'autre ne va pas, n'est-ce pas? Qu'on ait ce genre de changement de temps, n'est-ce pas? Donc, mais ces problèmes, les problèmes d'énergie, les problèmes d'intelligence artificielle, ils sont tous très multidisciplinaires, n'est-ce pas? Regardez ce que les Nations Unies ont proposé comme objectif de développement durable à notre société, n'est-ce pas? Ce sont 18 objectifs essentiels concernant la pauvreté, l'énergie et l'eau propre. Car ils parlent de choses que nous considérons comme fondamentales là où nous vivons, mais dans de nombreux endroits dans le monde, elles n'existent pas. Ce sont des problèmes multidimensionnels. Ils font appel à des experts de nombreux domaines différents. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si l'intelligence artificielle nous fragmente, même si l'intelligence artificielle fait de nous une poignée d'entrepreneurs solitaires, elle nous permet aussi de nous rassembler de la bonne manière, au bon moment, pour résoudre les bons problèmes. Nous rassemblons ces expertises pour résoudre ces problèmes multidisciplinaires qui exigent toutes ces contributions. De plus, si on y réfléchit, pensez simplement à la façon dont nous avons construit les logiciels traditionnels. Il y a une raison pour laquelle la grande majorité des hommes dominent l'industrie du développement logiciel, n'est-ce pas? Certaines compétences en création de logiciels, gestion de bases de données et exploitation de grands systèmes ont plus attiré les hommes que les femmes par leur personnalité. Avec l'intelligence artificielle impliquée, construire des solutions et systèmes ne revient plus à assembler des règles ni à recoudre des logiciels et du code. Nous utilisons désormais nos mots pour décrire le comportement d'un système grâce aux invites et à leur ingénierie. Ces mots, ces descriptions
Ces récits que nous racontons sur la façon dont un système se comporte, ceux-ci proviennent de nombreuses disciplines différentes. Nous voulons le cerveau gauche et le cerveau droit ensemble. Nous voulons des personnes techniques. Nous voulons des personnes philosophiques. Nous voulons des personnes qui comprennent comment fonctionnent nos cerveaux. Nous voulons comprendre comment fonctionnent les machines. Et former des équipes multidisciplinaires cohésives, c'est ainsi que nous créerons la prochaine génération de solutions et de produits. Tu soulèves déjà de nombreux points importants. J'aimerais aussi évoquer un autre aspect. Et je sais que nous avons dépassé près d'une heure, mais j'aimerais poser 3, 4 questions de plus. Donc, pour revenir à l'interaction quotidienne avec tes clients, tes partenaires, et surtout lors des événements de réseautage. Alors, posons cette question. Comment, dans tes interactions, et c'est une question directe, je sais que j'ai tendance à poser de grandes questions, donc je vais aller droit au but. À quel point penses-tu que les gens sont préparés à ce qui se passe? Nous avons un diagramme de Venn avec des cercles de préparation. Dans certaines communautés où je participe, les gens posent des questions, discutent et débattent des impacts de l'intelligence artificielle sur leurs entreprises existantes depuis des mois, voire des années. Là, nous nous sommes remis en question les uns les autres. Nous en avons débattu. Nous essayons de trouver des moyens de créer de nouvelles entreprises. Nous essayons de trouver des moyens d'utiliser ces outils pour résoudre des problèmes. Mais je réalise que c'est un cercle très restreint, un groupe très spécialisé. Donc, ce diagramme de Venn, des personnes avec qui je travaille dans ces petites communautés, ils sont très bien préparés. Nous avons d'excellentes conversations. Nous faisons du codage d'ambiance. Nous construisons des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Nous intégrons des avatars. Nous automatisons, générons de la musique, réalisons des vidéos et bien plus. Mais je sors de ce cercle et je vais dans des communautés, par exemple, comme celle des écrivains, n'est-ce pas? Et ce matin, lors d'un appel auquel j'ai participé, les gens disaient, je suis auteur, je suis écrivain. J'ai gagné ma vie grâce au journalisme traditionnel pendant toutes ces années. Et j'ai vraiment peur que cette intelligence artificielle arrive et me prenne mon travail, n'est-ce pas? Elle va écrire des articles tout aussi bons. Et donc, il y a une grande partie de la population qui n'a pas encore compris comment l'intelligence artificielle va pouvoir les aider. Ils vivent dans la peur que l'intelligence artificielle va les supplanter et prendre leur place. Et ils n'ont pas de voie à suivre. Ils sont perdus, sans solution. Disons-le ainsi. Je pense qu'il y a une réelle opportunité pour nous d'aller dans ces communautés plus larges. Ce sont des communautés d'artistes, des personnes qui créent, vous savez, qui sont des peintres ou des personnes qui façonnent des choses avec de l'argile ou du bois. Ou ils disent, hey, pourquoi créer de l'art si une intelligence artificielle peut générer une image à votre place? Et c'est bien. Et je pense que nous devons leur montrer que, écoutez, vous n'allez pas forcément utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer votre savoir-faire, n'est-ce pas? Vous utiliserez l'intelligence artificielle pour accomplir ce que vous n'aviez jamais pu faire. Il y a bien une raison pour laquelle vous êtes devenu artiste, non? Vous n'étiez ni marketeur ni commercial. Vous n'étiez pas un créateur de réseau. Vous n'étiez pas un communicant. Vous pouvez désormais vous concentrer sur ce qui vous dynamise le plus comme créateur, individu ou leader. Ensuite, l'intelligence artificielle peut combler ces autres lacunes qui nécessitaient auparavant d'embaucher quelqu'un. Donc, la réponse courte à votre question est qu'il y a certaines personnes qui sont maintenant très concentrées et très bien préparées. Ils déterminent exactement où les choses s'intègrent, mais c'est un créneau très restreint. C'est un créneau très restreint. Et maintenant, nous devons aller montrer à tout le monde où cela s'intègre, où cela ne s'intègre pas, et comment ils peuvent l'utiliser pour s'aider eux-mêmes sans craindre que cela enlève la valeur qu'ils créent. Allons-y, tu as évoqué 2 points. Intelligence artificielle, communauté, les personnes très préparées, les personnes non préparées. Je crois qu'il y en a un troisième que je n'ai pas cité, sûrement car tu évoques ton réseau. Donc, on parle de personnes très préparées dans la technologie, de l'écosystème, et aussi de personnes très éduquées, mais pas du tout préparées. Ensuite, il y a les personnes non préparées, car la population mondiale atteint 8,2 milliards. Donc, ce sont des personnes qui exercent des métiers de manuels, des artisans, des plombiers, des électriciens, des peintres et toutes sortes de métiers de manuels, des gens qui font des pizzas, n'est-ce pas? Et un four à pizza. Alors, allons voir cela, parce qu'il faut y aller étape par étape. Et je sais que je ne peux pas en parler avec beaucoup de monde,
Je pense que tu es fantastique d'en parler. Donc, le défi auquel nous faisons face en ce moment est aussi, nous sommes impliqués dans quelques groupes comme le Business ABC Net et aussi le Business ABC Sommet Intelligence Artificielle. Donc, l'une des choses pour ce que je ressens quand je parle avec une touche très personnelle, c'est la confusion qui existe en ce qui concerne la fracture numérique. Même dans mon équipe, la plupart ignorent comment utiliser le numérique. Tout le monde sait utiliser un email ou un navigateur, mais je parle du numérique pour qu'il devienne autonome. Et puis, il y a la fracture de l'intelligence artificielle dont nous parlons. Donc, de ce point de vue, surtout pour ceux qui sont préparés, regardons donc le côté positif. Alors, pour ceux qui sont préparés, quelles sont les choses que vous suggérez ou que vous les voyez faire pour se préparer? Je pense que c'est ce que les gens écoutent quand je regarde, et que je sais que c'est ce qui est votre expertise, car vous bâtissez une nouvelle carrière en préparant les gens grâce à vos connaissances et bien plus. Oui, absolument. La première chose dont je parle aux personnes les mieux préparées, c'est la notion de culture de l'intelligence artificielle. Que signifie exactement la culture de l'intelligence artificielle? Pour un individu, il s'agit vraiment de savoir comment commencer à adopter ses comportements, ses intentions autour de l'utilisation régulière de ces outils, quel que soit votre rôle, que vous soyez, par exemple, dans la vente et que vous ayez besoin de communiquer avec des gens ou dans la communication et que vous vouliez envoyer un email. Même si vous savez déjà écrire et envoyer un email, je remarque pour ma part, parce que j'ai un parcours technologique et que je n'ai pas passé autant de temps à perfectionner ma capacité à communiquer sur tous les canaux, que je peux utiliser l'intelligence artificielle très simplement pour traduire pour moi ou présenter quelque chose dans une langue qui sera facile à comprendre pour différents destinataires de cette information. Je conseille souvent de simplement commencer à utiliser ces outils régulièrement, notamment ChatGPT. Ce n'est peut-être pas le meilleur outil. On peut débattre du choix de modèle, mais commencer à l'utiliser régulièrement, commencer à trouver des moyens de découvrir ce qu'il fait, des façons d'interagir avec lui. Et ce qui est vraiment intéressant à ce sujet, surtout dans l'une des communautés auxquelles je participe, c'est que si vous passez assez de temps avec ce chat GPT et que vous commencez à réfléchir, par exemple, à la façon de construire votre marque en public, comment puis-je créer un profil LinkedIn qui va attirer et m'aider à trouver les clients que je recherche? Sur quel projet je travaille et qu'est-ce qui me préoccupe actuellement? Vous pouvez aller dans l'intelligence artificielle et vous pouvez en fait dire, d'accord, étant donné tout ce dont nous avons parlé et tout ce sur quoi je me concentre, quels sont mes angles morts? Qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et c'est surprenant parce que vous passez tellement de temps avec cette intelligence artificielle, elle a vraiment une bonne image de vous en tant qu'individu. Et elle peut vous donner des perspectives, si vous êtes prêt à l'écouter, qui sont incroyablement bénéfiques et révélatrices en tant que leader ou en tant que pourvoyeur. Pour répondre à la question, il faut commencer à utiliser les outils régulièrement. Créer une image, tester ce qui marche pour vous, discutez avec elle, ayez un débat avec elle, mettez-la au défi sur une question de société ou mettez-la au défi ou laissez-la vous poser des questions ou vous préparer à une conversation. Il y a toutes sortes de choses et tout revient au fait de poser les bonnes questions. Finalement, ces intelligences artificielles ne sont que des miroirs, des reflets de nous-mêmes. Tout ce que nous donnons, nous le récupérons. C'est l'élément clé et je crois que c'est ainsi que nous pouvons construire cet écosystème. Pour revenir à ce que vous faites en ce moment, je suis particulièrement enthousiaste à propos du travail que vous accomplissez et aussi de la façon dont vous allez le faire avancer. Parce que je pense que c'est, à mon avis, l'élément important. Nous pouvons apporter des récits plus constructifs et aussi construire de nouveaux modèles économiques d'entreprise. Et aussi, je pense que nous ne pouvions pas, je sais que vous avez une personnalité très engagée socialement, cela crée vraiment, je dirais, même pour moi, je parle de façon très personnelle, cela crée une sorte d'approche schizophrénique parce que d'un côté, nous avons ces outils incroyables qui permettent de faire des choses fantastiques comme vous l'avez décrit. D'un côté, nous avons des modèles économiques qui sont détruits et créés en l'espace de quelques semaines. Et cela crée une instabilité totale. Et je vais simplement citer un article que je souhaite mettre en avant, publié dans Incorporated. Cet article est l'avis d'un expert, Joe Procopio, qui est également fondateur et auteur. Et je veux simplement souligner une chose, c'est l'idée que, pour l'instant, nous sommes tous des solopreneurs.
Et bien sûr, et en tant qu'entrepreneur individuel, je pense que le défi, c'est que la plupart des universités ou même des écoles ou tout type d'éducation ne préparent pas à cela. Nous avons aussi des entrepreneurs individuels en Europe qui se sentent plus légitimes car les Européens sont américains. Ensuite, il y a l'Amérique latine. En Afrique, la majorité de la population a 18 ans. Nous avons aussi l'ASI, un entrepreneur solaire plus complexe, car nos économies sont bien plus dysfonctionnelles, etc. Mais cela crée une sorte de chaos. Donc, ma question pour vous est la suivante. Pouvez-vous éviter l'individualisme et créer des communautés? Et je sais que vous êtes un ambassadeur très conscient et je dirais une personnalité dynamique. J'ai parlé d'indices, il existe sûrement de meilleurs termes, mais l'un de vos super pouvoirs est de rassembler les gens, de les faire s'exprimer et de révéler le meilleur d'eux. J'aimerais aborder l'aspect aspirationnel ainsi qu'un récit plus constructif et une pression positive, notamment venant des groupes que vous dirigez. Comment pouvons-nous trouver le bon récit et aussi créer ces modèles? Au final, réunir ces écosystèmes, c'est rassembler des milliards de personnes confrontées aux mêmes défis. Je pense l'une des meilleures façons pour nous en tant qu'êtres humains, en tant que créatures qui vivent sur cette planète et l'habitent, mais l'une des meilleures façons pour nous d'apprendre est de trouver des moyens de communiquer les uns avec les autres. Cela nous aide à résoudre des problèmes géopolitiques. Cela nous aide à résoudre des situations de crise. Mais si j'en parle, c'est parce que la technologie évolue tellement vite et explose dans tant de directions différentes. Cela semble chaotique. Si vous ouvrez Twitter ou X, comme on l'appelle maintenant, je n'ai toujours pas intégré dans ma tête d'appeler Twitter X, mais si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous allez sur LinkedIn, il est très facile de se retrouver à faire du doom scrolling où vous voyez page après page et publication après publication tous ces différents aspects qui se passent dans ce domaine. Vous vous demandez donc en quoi cela m'aide? C'est là que la communauté intervient de nouveau. Quand je construis une communauté, que je veux travailler avec une communauté et que je travaille dans une communauté, je commence à trouver des personnes qui rencontrent les mêmes problèmes que moi. Je trouve des personnes à qui demander et j'essaye de résoudre ce problème. Quelqu'un a-t-il une solution? Et maintenant, ces communautés avec lesquelles nous avons commencé à nous engager et que nous avons commencé à construire lèvent la main en disant « Oh, tu devrais essayer ceci ou tu devrais essayer cela ». Ainsi, au lieu de devoir faire des recherches et te demander comment résoudre ce problème, nous pouvons désormais échanger avec notre communauté et obtenir des réponses concrètes sur l'utilisation de la technologie pour progresser. Et donc, cela aide à créer un lien entre les gens. Ça nous aide à construire une barrière. Donc, cela ne nous aide pas à construire une barrière, mais plutôt à créer un tissu commun que nous pouvons ensuite utiliser pour collaborer ensemble. Par exemple, en ce moment, il y a toute cette notion qui est beaucoup discutée sur les réseaux sociaux, à savoir le passage de l'ingénierie logicielle à l'ingénierie basée sur les prompts d'intelligence artificielle. On parle de vibe coding avec des expériences positives et négatives. Parfois, il suffit de s'asseoir avec seulement quelques mots et il existe quelques applications qui peuvent générer toute une expérience pour vous. Ces modèles peuvent créer une page web complète et son expérience. Puis vous revenez et demandez de remplacer ceci par cela et de mettre le bouton en vert au lieu de bleu. Cela crée une nouvelle expérience pour vous. Vous dites, attendez, ce n'est pas ce que je voulais. Je ne voulais pas une toute nouvelle expérience. Je voulais juste un petit changement entre ce que vous avez créé la première fois et la façon dont je veux que cela fonctionne ici. Et donc, faire en sorte que ces outils fonctionnent correctement peut être frustrant. Et donc, ce que ces communautés font maintenant, c'est qu'elles disent, écoutez, voici un ensemble de méthodes, voici un ensemble de règles que j'ai trouvées, d'accord, qui me permettent non seulement de créer cette expérience incroyable, n'est-ce pas? Alors, c'est très rapide, mais j'ai aussi trouvé un ensemble d'outils qui m'aident à affiner cette expérience au fil du temps pour qu'elle soit exactement comme je le voulais. Et donc, ce que nous constatons maintenant, c'est que ces personnes partageant les mêmes idées commencent à se regrouper. Elles peuvent s'entraider, se réunir pour trouver différentes solutions, puis retourner à leur travail habituel. Donc maintenant, nous commençons à créer une fonction regroupe des personnes capables de collaborer pour livrer un produit ou fournir un service, n'est-ce pas? Et donc, c'est un groupe de personnes avec lequel vous vous superposez.
Ensuite, ben là, il y a un autre groupe de personnes avec qui vous allez continuer à discuter. Comment puis-je obtenir des conseils? Comment puis-je résoudre ce problème? Il y a un autre groupe de personnes à qui vous pouvez vous adresser et demander, eh bien, comment puis-je aller chercher et générer de nouvelles opportunités pour mon entreprise? Et donc, vous commencez à trouver ces communautés de personnes qui sont là dehors et qui peuvent ensuite vous aider à résoudre ces problèmes ensemble. Et c'est ainsi que nous allons résoudre ces divisions et créer ces changements. Au lieu d'essayer de faire cela tout seul, vous entrez dans une communauté de confiance, vous retrouvez ces personnes que vous avez rencontrées et elles partageront avec vous ce qu'elles ont appris. N'est-ce pas? Et la façon dont cela fonctionne, c'est que nous devons être bidirectionnels, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas juste consommer dans ces communautés, mais nous devons aussi leur apporter quelque chose. Nous devons partager ce que nous avons appris, n'est-ce pas? Et dire, écoutez, voici comment j'ai résolu ce problème particulier. Voici quelques solutions que j'ai. Je vous les partage pour voir si cela vous convient. Et c'est en partageant que nous avançons. C'est donc cela. J'adore cette partie et votre travail. Donc, avec tout le travail, surtout les laboratoires Elisio.ai qui travaillent et le déploiement de solutions d'intelligence artificielle, j'aimerais maintenant passer à la partie technique. Donc, certaines des choses que vous faites consistent à utiliser des agents d'intelligence artificielle, beaucoup de ces outils pour mesurer les résultats, rationaliser les opérations commerciales et des choses très, très pratiques qui peuvent réellement accélérer les entreprises. Et aussi, vous êtes membre de l'Institut d'accélération de l'intelligence artificielle. Parlez-nous de cela et surtout, quelle est l'importance de la création de communautés dans l'intelligence artificielle et comment encourager un environnement collaboratif pour favoriser l'innovation et renforcer le pouvoir de ces entreprises. Oui, non, c'est vraiment le bon endroit pour se concentrer en ce moment. Et ce que nous constatons, surtout avec les clients avec lesquels nous travaillons, c'est que il y a des éléments de l'entreprise qui fonctionnent parfaitement depuis des années, voire des décennies, mais qui sont incroyablement lents, incroyablement lourds et incroyablement fragiles et vulnérables. Et ce que nous faisons en particulier avec nos clients, c'est que nous intervenons dans ces domaines spécifiques qui sont coûteux, lents et onéreux. Nous intervenons de façon ciblée en remplaçant cela par l'intelligence artificielle sans exclure personne. Je vais prendre votre travail, n'est-ce pas? Nous intervenons en disant, nous allons créer une solution qui va accélérer de façon spectaculaire ce que vous faites. Et enfin, en tant qu'humain, vous aurez toujours le dernier mot sur ce qui se passe. Cela nous permet donc d'intégrer l'intelligence artificielle opérationnelle dans des systèmes et des flux de travail existants afin de réduire considérablement le temps nécessaire. Ce sont des domaines, par exemple en conformité, où des avocats ils doivent passer des semaines et des semaines puis à examiner du contenu pour s'assurer qu'il est conforme à diverses réglementations. Et cela ne signifie pas que leurs emplois sont en train de disparaître. Ce que cela signifie, c'est qu'il n'y a que quelques avocats et qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de contenus qui doivent être examinés pour garantir la conformité. Donc, ce que nous pouvons faire avec l'intelligence artificielle, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour effectuer cette première évaluation, obtenir un ensemble de revues, obtenir un ensemble d'avis qui peuvent ensuite être présentés à une personne et dire ces éléments sont validés. Ces éléments sont conformes, sauf un ou deux points non conformes. Veuillez vérifier. Et donc, passer du fait de devoir lire tout un document et se faire une opinion à seulement devoir prendre une ou deux décisions représente un gain de temps considérable et des économies importantes pour ces grandes entreprises. Voilà un exemple. Il y en a d'autres où nous travaillons avec des startups qui essaient vraiment de créer de nouvelles façons de résoudre des problèmes. Et cela nous ramène à certains des exemples. Vous savez, si on regarde ce qu'Uber a fait, n'est-ce pas, avec la recherche de taxis et l'identification de leurs points de friction, vous regardez les marchés de la santé et du bien-être. Comment pouvons-nous offrir des avantages personnalisés, des conseils de bien-être hyper personnalisés aux individus pour les aider à faire de l'exercice, à voyager ou à atteindre leurs objectifs? Ce sont toutes des choses sur lesquelles nous travaillons. Pour moi, c'est le plus important. J'ai donc deux dernières questions et je veux respecter votre temps.
Alors, avec les systèmes intelligents et les agents disponibles 24 heures sur 24 qui deviennent courants, comment voyez-vous cette intelligence artificielle transformer l'avenir du lieu de travail? Et plus précisément, pouvez-vous partager un exemple d'un travail que vous avez réalisé avec une entreprise que vous souhaitez partager et qui peut créer une sorte de lueur d'espoir, mais aussi un élément pratique sur la façon de faire avancer cela? La chose magnifique avec ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est qu'ils deviennent de plus en plus intelligents avec le temps. Et je pense que nous sommes vraiment en train d'atteindre ce changement de paradigme où je m'assois avec une intelligence artificielle et je dois lui poser une question. Et une fois que je lui pose une question, je la sollicite et elle me donne une réponse en retour. C'est un peu là où nous en sommes avec les systèmes d'intelligence artificielle actuels. Ce que nous allons voir évoluer avec le temps, c'est que ces systèmes d'intelligence artificielle vont devenir eux-mêmes plus proactifs. Ils seront capables de prédire des choses pour nous. Ils pourront nous aider. Ils seront capables d'identifier et tu as un conflit dans ton calendrier. Ne prends pas ces engagements parce que tu ne pourras pas les tenir. Alors, comment pouvons-nous nous aider à réussir davantage? Nous tenons nos engagements et promesses. C'est là que ces choses vont travailler en coulisses, examiner toutes ces données pour nous et aider à mesurer et à contrôler notre direction. Pour répondre à votre question, le domaine le plus important selon moi, l'impact le plus notable et mesurable est apparu en revenant à l'exemple de Scopus Intelligence Artificielle. Nous avons lancé ce produit en août 2023, il y a presque 2 ans. Mais c'est un produit qui existe probablement depuis 15 ou 20 ans, qui a été conçu au début des années 2000. Il avait un objectif très spécifique, n'est-ce pas? Le but de Scopus Intelligence Artificielle était d'aider les universitaires, d'aider les professeurs et d'aider ceux qui travaillent dans les instituts et les professions académiques à faire avancer leur carrière. Et donc, c'était très basé sur des règles. C'était très rigoureux. En fait, les liens qui relient les éléments de contenu et leurs références, tout cela, n'est-ce pas? Les références et les citations, mais tout cela a été une source d'inspiration pour le World Wide Web et la mise en relation du contenu que nous avons aujourd'hui. C'est en quelque sorte devenu la norme dans la façon dont le web fonctionne. Mais parce que cet ensemble de données était tellement pur et tellement fiable, il y avait une incroyable il y avait beaucoup d'inquiétudes, même à l'idée d'ajouter des fonctionnalités comme la recherche en langage naturel. Les gens disaient hey, on devrait avoir une recherche en langage naturel sur ce produit. D'accord. Mais en quoi cela nous aide à créer ces connexions? Sans parler d'ajouter de l'intelligence artificielle. Et donc, lorsque nous avons ajouté l'intelligence artificielle à Scopus, l'une des choses que nous avons découvertes, c'est que nous avons trouvé un certain nombre d'éléments vraiment pertinents. Tout d'abord, il s'est avéré que quand nous avons lancé ce produit sur le marché, nous pensions que ce serait idéal pour les personnes qui ne savaient pas comment poser des questions à l'intelligence artificielle ou pour les débutants, n'est-ce pas? Et ce sont des personnes en début de carrière et elles voulaient obtenir une base sur un domaine ou un sujet particulier. Il s'est avéré que même des chercheurs expérimentés, lorsqu'ils abordaient des sujets complexes comme les objectifs de développement durable ou des problèmes multidisciplinaires, ne savaient pas comment interroger leurs collègues sur des notions de base comme comment fonctionne la chimie ou comment fonctionne la biologie, s'ils étaient physiciens, par exemple. Et donc, le fait de pouvoir placer une intelligence artificielle au-dessus de ces systèmes nous a maintenant permis de poser des questions transdisciplinaires, des questions qui traversent les différents contenus, pour rassembler tout cela afin d'aider à obtenir des réponses de base même pour des personnes avancées dans leur carrière. Voici un exemple de l'influence de certaines hypothèses sur le fonctionnement de l'ensemble de données et la manière dont les utilisateurs souhaitaient interagir via le bibliothécaire ou le gestionnaire de connaissances. L'intermédiaire entre cette information et sa valeur créée. Cela a totalement transformé l'entreprise qui a alors connu une forte croissance grâce à l'enthousiasme suscité par les nouvelles interactions avec le contenu. Donc, c'est un exemple. Je pense que les autres exemples que nous commençons également à voir, c'est que nous retirons beaucoup de pression des systèmes qui se comportaient mal depuis longtemps. Nous pensons au support client et à la façon dont, vous savez, cette fois où vous appelez une ligne de support client, vous envoyez un email, le client a un problème et vous tombez sur cet agent particulier qui a les réponses et l'expérience. On se dit,
Mon Dieu, quelle expérience. Mais 9 fois sur 10, on tombe sur quelqu'un sans réponse. Ça prend trop de temps. Et donc, l'intelligence artificielle est un outil incroyable pour extraire ces informations et élever la qualité de la réponse globale à un niveau supérieur à ce que les humains peuvent faire. Un client avec lequel nous travaillons comparait ces différents flux entre un processus d'assistance entièrement géré par des humains ou un processus d'assistance entièrement géré par l'intelligence artificielle. Et leur processus d'assistance basé sur l'intelligence artificielle surpassait celui géré par des humains parce qu'ils disposaient de toutes ces informations et pouvaient obtenir la réponse de manière fiable, résoudre le problème avec un degré de précision plus élevé que les humains impliqués dans le processus. Et donc, vous savez, ce sont des problèmes difficiles. Il est difficile de former des humains à saisir tout le contexte des différentes façons dont on peut résoudre un problème. Et donc, c'est un autre exemple de ce que nous voyons à court terme. Le dernier, et je pense davantage à vous. Donc, vous êtes quelqu'un qui a un parcours fantastique et bien sûr qui a mis tous les différents liens. Donc, la question est, alors, quelles sont les étapes? Nous en avons déjà parlé, mais je souhaite l'aborder sous l'angle de l'éthique et de la responsabilité. Donc, parce que bien sûr, beaucoup de ces modèles d'intelligence artificielle sont obscurs. Ils créent, manipulent et influencent votre santé. Et cela dépend de l'enthousiasme et de la façon dont beaucoup de gens écrivent. Il y a eu une étude récemment qui mentionnait que OpenAI en particulier était beaucoup utilisé pour le conseil personnel, les relations, l'intelligence émotionnelle et, je dirais, la médiation émotionnelle entre les personnes. Alors, comment voyez-vous l'éthique et la responsabilité, la vie privée, la sécurité des données et surtout comment les gens peuvent interagir avec vous pour aborder cela? Je sais que vous et vos équipes travaillez beaucoup et faites des recherches sur ces sujets. Oui, c'est extrêmement important. Je pense que nous devons comprendre, avant tout, il est essentiel de comprendre, notamment en ce qui concerne la culture de l'intelligence artificielle et les données. Avant tout, nous devons comprendre les capacités et limites de ces systèmes d'intelligence artificielle. C'est il y a beaucoup d'inquiétudes concernant les risques. Mais si on y réfléchit et qu'on simplifie, le courrier électronique en tant que système est probablement plus risqué en termes de fuite de notre propriété intellectuelle ou de diffusion de fausses informations dans le monde que ces systèmes d'intelligence artificielle. Il m'est très facile de copier-coller un document et de l'envoyer. Il se retrouve alors exposé partout. Et la réalité, c'est que les données que je donne à une intelligence artificielle, même si elle semble me connaître, c'est en fait l'application. Par exemple, ChatGPT, c'est là que les souvenirs sont stockés. Non. Ces données sur moi, sur Eric et sur ce que je fais, ainsi que les systèmes sur lesquels je travaille, ne retournent en fait pas vraiment dans le modèle parce qu'il faut beaucoup de temps pour réentraîner ces modèles. Les modèles sont statiques, mais une couche ajoutée les rend très personnalisés en apparence. Donc, comprendre quelle est cette séparation des données et comment elle fonctionne réellement est extrêmement important. Voilà un aspect de la question. Les données elles-mêmes sont biaisées, n'est-ce pas? Elles ont été entraînées sur un ensemble de données fortement occidentalisées. Donc, cela va donner des réponses qui sont plus appropriées ou sembleront plus correctes ou plus vérifiables factuellement pour une société occidentale. Ces modèles doivent, nous devons intégrer plus de données dans ces systèmes. Nous devons intégrer des données de diverses cultures, sociétés et passe-temps afin d'obtenir une vision plus équilibrée. Il est essentiel de comprendre l'origine des données et ce qui alimente ces systèmes avant de construire les vôtres ou d'identifier les biais potentiels. Troisièmement, pour revenir à ce système de cadrage et à la façon dont nous construisons des systèmes de confiance, il existe des techniques précises que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour garantir que le système d'intelligence artificielle restitue la vérité et des faits uniquement à partir des données que vous lui fournissez. D'accord. Donc, il existe des mécanismes pour faire cela. Il y a des moyens de mettre des garde-fous autour. Il y a des moyens d'imposer des contraintes. Quatrièmement, le coût. L'une des choses dont il faut faire très attention, c'est que vous ne voulez pas forcément mettre vos modèles d'intelligence artificielle directement à disposition des clients, à moins de comprendre exactement comment ils vont interagir avec eux.
parce que si cela devient public et devient viral, le coût peut exploser de façon spectaculaire. Donc, dans de nombreux cas, les gens intègrent l'intelligence artificielle en l'utilisant en interne pour traiter leurs informations en masse, puis ils utilisent des systèmes très bon marché ou même des systèmes non basés sur l'intelligence artificielle comme interface client. Vous mettez donc une barrière pour empêcher vos clients d'utiliser l'intelligence artificielle directement, car cela coûterait très cher. En résumé, il existe plusieurs dimensions. Nous interagissons avec un client en comprenant à quoi ressemblent ces données. Nous comprenons quel est le problème métier, nous comprenons quelles sont leurs contraintes, nous comprenons ce qu'ils essaient de résoudre. Et nous élaborons un plan complet qui les aide à déterminer où l'intelligence artificielle s'intègre, quelles données ils peuvent y intégrer, comment leurs données sont organisées. Ont-ils la bonne hygiène de leurs données? Ont-ils la propreté nécessaire de leurs données? Et ensuite, mettre en place un système qui va pouvoir évoluer à long terme. Je m'appuie sur mon expérience auprès de grandes entreprises et dans la construction de grands systèmes. Nous savons comment combiner ces éléments pour créer une solution performante, évolutive et sûre. Donc, Eh bien, des conseils fantastiques. Ça a été un vrai plaisir et je dirais beaucoup d'apprentissage pour tous ceux qui nous écoutent, car j'apprends moi-même tous les jours. Et je reste très humble à ce sujet parce que, comme tu l'as dit, la maîtrise de l'intelligence artificielle est vraiment la chose la plus importante pour notre génération et nous n'en sommes qu'au début. Nous n'avons pas parlé de l'intelligence artificielle générale, nous n'avons pas abordé beaucoup des risques bien plus importants qui arrivent. Et je pense que pour ceux qui écoutent, nous avons abordé de nombreux sujets intéressants. Merci beaucoup, Erika, c'était inspirant. Ah, et je sais que tu es une force de la nature incroyable, mais capable d'analyser les aspects techniques, les couches pleines de défauts et les aspects personnels, ce qui, à mon avis, fait que tout fonctionne ensemble. Donc, moi, je ne sais pas, tu es très présent sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn. Veux-tu laisser des conseils au public pour te suivre ou interagir avec toi et tes groupes de... oui, non, merci Denis. Et merci de m'avoir invité dans l'émission. C'est super de parler avec toi de tous ces aspects. L'une des raisons pour lesquelles j'aime échanger avec toi et avec les clients, c'est que nous apprenons tous en permanence. En résolvant ces problèmes ensemble, nous apprenons et avançons. Mais pour moi, contactez-moi sur LinkedIn, c'est là où je suis présent. J'ai aussi quelques abonnés sur X, mais LinkedIn est le meilleur endroit. J'ai hâte d'échanger avec vous. Si vous êtes à Londres, rejoignez nos réseaux et rencontrons-nous en personne. Je pense qu'après le Covid, nous faisons vraiment des efforts pour renouer les relations interpersonnelles et le fait de redevenir plus humain grâce à l'intelligence artificielle est un véritable avantage. Amen. Merci, Eric. Un honneur. Je pense que ce n'est que le début d'une longue série. Merci. J'ai hâte de discuter avec vous de certains de ces sujets plus complexes autour de l'intelligence artificielle générale et de la superintelligence et de voir où nous en serons dans 6 mois à 1 an. Nous devrons garder un rythme régulier pour pouvoir suivre les progrès.